En fait, je pense que la logique qui est de se dire que. Enfin, souvent, on a souvent la logique qui est de dire ok, soit on construit une boîte qui est rentable, soit on construit une boîte qui fait de l'hypercroissance. En fait, on peut gérer les deux, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a de l'hypercroissance ou qu'on veut avoir de l'hypercroissance que ça doit nous servir d'excuse pour mal gérer notre boîte, faire de la merde avec le cash que nous donnent les investisseurs. Tu vois. Salut Sixte, Salut, ça va? ça va très bien et toi? Ça va, super. Je suis très content de te recevoir. Tu as créé Nestor. Nestor, c'est de la livraison de repas le midi pour les employés de bureau, entrée, plat, dessert pour 15 €, livraison incluse. Ouais. Ça cartonne, ça fait 3 ans que vous avez créé, vous faites 15% de croissance par mois depuis 3 ans, vous vendez des dizaines de milliers de repas par semaine, vous êtes passé de 30 à 70 employés en 10 mois. C'est incroyable. Il y a un truc dont tu as parlé récemment dans un gros article, c'est que vous êtes passé de faire énormément de cash burn en mode startup, un peu comme tous les concurrents sur la livraison de bouffe sur le marché, à la recherche de la rentabilité. Comment ça s'est passé ce truc-là? Quand est-ce que tu as eu cette réalisation-là vraiment à ce moment-là? Je pense que ça, ce point-là, on l'a eu de manière assez naturelle quand on s'est rendu compte qu'on avait tout simplement plus de cash en banque. On s'est posé la question de savoir si on allait continuer à lever pour cramer encore plus ou si on allait peut-être arrêter un peu les conneries et commencer à se concentrer pour construire une boîte qui puisse être vraiment présente sur de long terme. On voyait autour de nous des boîtes à l'étranger qui avaient levé des dizaines voire quelques centaines de millions d'euros ou de dollars et qui étaient tous en train de battre de l'aile, des boîtes comme Spring, comme Spoon Rocket, comme Maple, qui avaient le même business model que nous. Et en fait, nous, ça nous a pas mal fait tilt. Et en fait, surtout, on a eu je pense cette expérience où en gros, on avait été au début dans une logique hyper croissance. Parce que le secteur le demandait. On était dans le secteur de la food delivery, on l'est encore. C'est un secteur qui a explosé, les habitudes des consommateurs a changé radicalement en 2 ans. Il y a 3 ans, les gens se faisaient pas livrer autre chose que des pizzas, des sushis ou autres. Maintenant, tu te fais livrer à l'heure du déjeuner, du dîner, du goûter. Enfin, c'est vraiment rentré dans les habitudes en France. Et en fait, ça a poussé à toutes les startups du milieu à avoir cette logique de ok, je pense croissance, et le but est d'avoir la croissance qui soit la plus forte possible. 20, 30, 40% par mois, il faut vraiment grossir le plus vite. Et donc du coup, nous on était dans cette logique-là parce qu'on sentait qu'il y avait un business et qu'il fallait pas perdre de temps. Et donc on a investi à balle. On a investi à balle déjà dans la première cuisine, ensuite dans la croissance, dans le marketing, et on faisait des trucs qui étaient absurdes en fait avec du recul. On achetait des consommateurs plus chers que le prix, c'est-à-dire qu'on achetait des consommateurs 15 balles, on avait parfois un commercial qui vendait un menu par heure. Et ça nous dérangeait pas en fait, parce qu'il nous apportait un menu. Mais pas grave s'il nous coûtait 15 € pour un menu qui nous rapportait peut-être 15 €. Même s'il y a du repeat derrière? Et parce que, en fait, on regardait même pas le repeat. On s'en foutait. Ce qu'on voulait savoir, c'est juste, est-ce que la semaine suivante, on fera plus de repas que la semaine précédente? Et donc, que ce soit du repeat ou pas, ou qu'on achète des clients qui consomment sur du one shot, c'était quelque chose qu'on ne regardait pas. Et on ne le regardait pas déjà parce qu'on était happé par la croissance et qu'on n'avait même plus le temps de regarder ça, parce on gérait les OP et il fallait qu'on gère déjà cette croissance-là d'un point de vue opérationnel qui était compliqué à faire et que c'était pas notre logique. Et sauf qu'à un moment, on a levé 900 000 € en avril 2016. Au départ, ça devait nous permettre de tenir 18 mois, structurer la team au niveau du support, au niveau des opérations, faire des travaux, acheter du matos. Le problème, c'est que ces 900 000 balles, on les a cramées en 3 mois. Donc on est revenu voir nos investisseurs, la queue entre les jambes, en leur disant écoute, on aura besoin d'une petite rallonge pour tenir un peu les 18 mois. On a dit ok, vous aurez besoin de combien? De la même somme, 900 000 balles. La petite rallonge. Il dit ok, très bien, qu'est-ce qui se passe? On comprend pas trop ce qui se passe, on perd de l'argent. Alors on a vu qu'on cramait beaucoup d'argent d'un point de vue marketing, on a coupé les coûts marketing, on fait un peu moins les cons là-dessus, mais on continue de cramer beaucoup trop d'argent, on crame encore 150 000 € tous les mois. Et à ce moment-là, Oussama nous dit écoute, Six, franchement, on fait pas chier, et regarde les factures. Et regarde toutes les factures un par un. Et clairement, quand tu es entrepreneur, te faire chier à perdre toute une journée à regarder les factures, ligne par ligne, voir où est-ce que tu gagnes de l'argent, où est-ce que tu en perds, c'est pas du tout l'idée que tu te fais quand tu lances ta boîte. Tiens. Mais bon, à un moment, moi, t'as pas le choix, il faut que tu tiennes jusqu'à la fin du mois, donc je regarde toutes les factures un par un. Et en fait, c'est là où je me rends compte que je maîtrise pas ma boîte, quoi. Et que ça fait 18 mois que je maîtrise rien.
que j'ai une putain de croissance, c'est cool, on est content, on vend plus de repas, mais en fait, à côté de ça, on perd un fric fou uniquement parce que je gère rien du tout. Je gère pas mes fournisseurs, je gère pas mon marketing, je gère pas mon personnel, je paye 20% de plus, je suis facturé 20% de plus que ce que j'ai négocié. Et en fait, ça, je m'en rendais même pas compte avant et ça me posait même pas de problème. Ouais. Donc, on a commencé à faire tout ce travail-là, à regarder tous les coûts de Nestor, à regarder concrètement où est-ce qu'on perdait de l'argent, où est-ce qu'on se faisait clairement avoir par rapport à nos fournisseurs, où est-ce qu'on avait des achats qui étaient non maîtrisés, qui servaient à rien. Et on a vraiment structuré la boîte comme ça. Et on a construit notre culture autour de ça, autour de cette gestion du cash, en partant du principe qu'en fait, le plus important dans ce secteur-là, c'était pas tant d'avoir de la croissance, parce que toutes les boîtes ont de la croissance. C'est-à-dire que livrer un repas, entrée, plat, dessert en moins de 20 minutes, qui va être plus quali que ce que tu peux trouver au bistrot, tu trouveras des consommateurs pour le faire. Parce qu'on apporte quelque chose qui a une valeur ajoutée qui est supérieure. En revanche, construire une boîte qui soit rentable dans un secteur qui est hyper concurrentiel, dans lequel les coûts marketing sont hyper élevés, dans lesquels les coûts logistiques sont monstrueux parce que c'est la problématique du dernier kilomètre, avec des denrées périssables, et dans lesquels en fait le panier moyen est assez faible, donc des marges qui sont vraiment ridicules, bah ça c'est compliqué. Et en fait on s'est vraiment rendu compte qu'on était dans un business d'épicier, tu vois, un business de centimes, et que chaque centime comptait, et qu'il fallait qu'on soit dans une logique où à chaque fois qu'on dépense un centime, il fallait soit que ça améliore le produit et que ça améliore l'expérience client, soit que ça nous booste la croissance. Mais si la réponse est non à ces deux questions, on estime que c'est du luxe et puis en fait, on ne paye pas ce truc-là. Typiquement, par exemple, notre open space, il est hyper frugal. T'as pas de cloison, ça va être des cloisons en carton, parce qu'une cloison en carton, ça te coûte 20 balles chez Leroy Merlin, alors que ça te coûterait 1000 ou 2000 euros d'avoir la même cloison en verre, poli, hyper stylé et tout, tu vois. Le problème, c'est que les 880 euros que tu gagnes en achetant une cloison en carton, tu vas pouvoir la réinjecter dans la croissance, ou tu vas pouvoir le réinjecter dans un produit, dans un poulet de meilleure qualité, dans des produits frais, dans des produits bio, dans des produits de saison, etc., etc. Et en fait, c'est ça ce qu'on veut apporter. C'est-à-dire ce qu'on veut apporter aux consommateurs, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Et pour ça, il faut qu'on supprime tout ce qui est de l'ordre du fast et ce qui est de l'ordre du luxe, ce qui n'est pas évident quand tu es entrepreneur et quand tu es jeune, et te focaliser uniquement sur le produit et sur le client. Et le reste, tu t'en fous. C'est intéressant parce que cette réalisation-là, ça se voit que genre c'est toi, c'est devenu toi, ouais. Quoi. À l'époque, c'était pas le cas. Genre quand tu as commencé, c'était pas le cas. Il y avait cette notion de croissance à tout prix, d'aller le plus vite possible, comme tu disais. Est-ce que tu crois que si tu n'avais pas fait ça, tu aurais quand même pu démarrer Nestor? Si tu avais commencé frugalement, ça aurait marché aussi bien que où vous en êtes maintenant? Oui, parce qu'en soi, on a commencé simplement aussi, tu vois. Quand on a commencé, on avait mis 500 euros chacun sur la table et on a tenu 6 mois comme ça. Et on a bootstrappé la boîte pendant 6 mois. Et on a eu une croissance qui était énorme. Donc, en fait, je pense que la logique est de se dire que... souvent, on a souvent la logique qui est de dire, OK, soit on construit une boîte qui est rentable, soit on construit une boîte qui fait de l'hypercroissance. En fait, on peut gérer les deux. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a de l'hypercroissance ou qu'on veut avoir de l'hypercroissance que ça doit nous servir d'excuse pour mal gérer notre boîte, faire de la merde avec le cash que nous donnent les investisseurs. Tu vois. C'est un peu ça la logique qu'il faut avoir. Clairement, c'est vrai qu'on a pris des risques au début qui nous ont permis d'arriver là où on en est. Mais c'est pas parce que tu as cette notion de la frugalité que tu dis inverse au risque. On a toujours cette question, on a toujours cette idée qui est de dire, OK, dès qu'on peut faire un all-in, on va le faire aussi, tu vois. Mais c'est un all-in où on sait ce qu'on fait, tu vois. On sait que potentiellement on risque de faire tomber la boîte en faisant ce qu'on fait, mais on le fait parce que ça va nous apporter de la croissance. En revanche, juste dire je vais payer 30% de mon fournisseur parce que je gère pas et que ça me fait chier de gérer mes factures, c'est juste de l'irresponsabilité, tu vois. Donc c'est quelque chose qui est un peu différent et je pense que c'est pas quelque chose qu'on apprend au début déjà quand c'est la première boîte qu'on lance. J'avais 21 ans, j'étais encore en cours. Clairement, on t'apprend pas à gérer une boîte en cours, tu vois. On t'apprend pas à gérer une boîte à 21 ans. Donc c'est quelque chose que tu apprends sur le tas. Et je pense que l'expérience qu'on a eue, je pense qu'elle a été hyper bénéfique. C'est-à-dire que la claque qu'on s'est prise, c'est ce qui a forgé la boîte. Et je pense que sans cette claque-là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et je pense qu'on aurait fait de la merde et on aurait probablement arrêté la boîte 1 ou 2 ans auparavant, tu vois. Ouais. Donc je pense que ça a été hyper positif, ça a forgé notre culture et ça nous a, je pense, permis de pouvoir progresser radicalement sur cette question de gestion de la boîte. On a encore plein de trucs à apprendre, mais clairement, quand tu es entrepreneur et que tu as 21 ans, tu apprends sur le tas en fait. Comment tu l'as vécu toi, la claque?
Mal. C'est-à-dire? Bah, en fait, tu pars d'un. Pendant 18 mois, on te dit que ouais, ta boîte elle est stylée, elle est cool parce que tu as de la croissance et tout. Et en fait, assez vite, tu perds un peu le contrôle de ce que tu fais, de ce qui est bien ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Et la claque, elle arrive un peu, si tu veux, comme un coup de fouet qui vient dire en fait que t'es juste une merde, tu vois, que t'as rien fait. Tu vois, t'as lancé une Alors boîte. que tu croyais que... Non, mais alors que tu dis, ok, j'ai fait un truc, c'est super, je suis en train de construire une boîte révolutionnaire dans le monde de la restauration. Assez vite, tu te dis ça parce que c'est hyper enivrant, en fait, la croissance. Et avoir 20% de croissance, même, on était sur une période où on faisait du 10 à 15% par semaine pendant plusieurs mois. Donc c'était juste monstrueux. Et donc quand tu commences à avoir ça, ça devient enivrant et t'as un peu moins les pieds sur terre. Cette claque-là, l'avantage, c'est que tu vois, elle te remet un peu à ta place. Elle te fait comprendre que, premièrement, déjà, tu n'as rien fait, et deuxièmement, que en fait, tout ce que tu as fait, tu l'as mal fait, tu vois. Donc, tu redescends un peu et tu te remets sur le terrain, tu te remets dans ta boîte, tu restructures ta boîte, tu reprends facture après facture. Et je pense que cette humilité, elle est hyper importante en tant qu'entrepreneur parce que on peut assez vite être enivré par la croissance, alors qu'en fait, tant qu'on n'a pas atteint la mission qu'on s'est fixée au début en lançant la boîte, la mission finale, bah, on n'a rien fait. Et pour l'instant, là, aujourd'hui, on n'a rien fait. On a fait une boîte qui fonctionne assez bien à Paris. Mais on n'a rien fait à l'étranger. On n'a pas scalé encore notre boîte. On en est encore qu'au prototype, tu vois. Et en fait, c'est hyper important de garder ça en tête parce que c'est ce qui nous permet, je pense, d'avoir cette logique d'apprentissage. De se dire, ok, maintenant, concrètement, qu'est-ce qui me manque pour arriver à cet objectif-là? Et quel est le problème aujourd'hui dans ma boîte, tu vois? Plutôt que de se dire, ok, c'est cool, j'ai une belle croissance. Et t'as pas besoin quand même de te dire on a fait quelque chose? Parce que tu dis, enfin, c'est hyper extrême de dire on n'a rien fait. C'est pas vrai, tu vois, fondamentalement, c'est pas vrai. Vous avez quand même construit quelque chose. Ouais, mais si demain Nestor s'arrête, tu vois, en soi, j'aurais rien fait de périn, tu vois. Si je construis une boîte qui est pas rentable et que demain je dois mettre la clé sous la porte parce que moi je considère que j'aurais rien fait. Parce ouais? que Vraiment? non mais d'un point de vue perso, j'aurais eu une expérience, tu vois. Ouais. L'expérience aurait été clairement, elle est hyper positive pour moi et j'aurais appris énormément de trucs. Mais qu'est-ce que j'aurais fait sinon, enfin toi les consommateurs ils n'utiliseront plus mon produit. Enfin j'estime qu'à un moment je suis plutôt dans une logique où quand je lance une boîte qui puisse exister, tu vois, sur du long terme. Je suis pas dans une logique où je veux construire une boîte et la revendre dans 2 ans et me dire que ça va être sympa, tu vois. Et même si je comprends cette logique-là, mais j'aurais l'impression de n'avoir rien fait si je fais ça, tu vois. Parce que, encore une fois, je pense qu'il y a des étapes à faire et tant qu'on n'a pas réussi à prouver que le modèle de Nestor était scalable, on n'aura pas fait la mission qu'on avait voulu faire. On n'aura pas fait la boîte qu'on aurait voulu faire. On aurait fait un restaurant qui fonctionne, on aurait fait un bon restaurant de quartier et un bon restaurant parisien, mais on n'aurait pas réussi à faire plus. Aujourd'hui, on en a un peu à ce stade-là, si tu veux. C'est-à-dire que le prochain objectif pour Nestor est de passer d'un bon restaurant de quartier qui fonctionne un peu à Paris à une boîte dans la restauration qui a réussi à dupliquer et à scaler la qualité et l'exécution qu'on a réussi à faire à Paris. Et ça, c'est une autre histoire en fait. Et je pense qu'on en est encore assez loin, tu vois. Parce que ça veut dire mettre en place des outils, des process, tester un peu comment est-ce qu'on va s'acculturer comment est-ce qu'on va s'acculturer à un pays, etc., etc. Donc, je pense que il faut voir un peu le long terme et tout dépend de notre ambition, tu vois. Tu dis quand je lance une boîte, j'ai envie de. Ouais. Avant Nestor, tu as fait un stage chez The Family. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? Je pense que c'est con, mais le stage que j'ai eu à The Family, donc c'était en 2014, j'étais entouré de mecs en fait hyper inspirants qui lançaient sa boîte et on voyait en fait tout ce qu'ils avaient construit en 1 an et demi, 2 ans, etc. Et en fait surtout derrière il y avait une logique que je trouvais hyper intéressante et c'est ça qui m'a poussé en fait à lancer la boîte beaucoup plus vite, qui était de se dire concrètement t'as pas besoin d'attendre la fin de tes études pour te lancer et t'as pas besoin d'avoir eu énormément d'expérience pour te lancer. Parce que ce qui va différencier un bon entrepreneur d'un mauvais entrepreneur, ça va être sa courbe d'apprentissage. Et ça va pas être son expérience. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément frappé en fait pendant mon stage, parce que pendant des années en cours,
c'est pas ce qu'on t'apprend. On t'apprend qu'il faut finir tes études parce qu'on va t'apprendre comment gérer une boîte, comment faire. Enfin, tu sais, on va diviser un peu la gestion d'une boîte en plusieurs parties, comment faire du marketing, comment faire de la gestion, comment faire du contrôle de gestion, comment faire de la finance, etc. Ensuite, on va te dire qu'il faut faire, qu'il va y avoir plusieurs années d'expérience. Si tu peux en faire dans le conseil ou dans la finance, c'est pas mal parce que t'apprends beaucoup. Et ensuite, peut-être que tu lanceras ta boîte, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte à The Family que tout ça, c'était des conneries. Parce que concrètement, déjà, qu'est-ce que tu as à perdre à lancer ta boîte quand tu es étudiant? Au final, pas grand-chose. Et surtout, qu'est-ce qui te dit que dans 10 ans, quand tu auras un bon poste au BCG, tu accepteras de refuser ce poste-là pour lancer ta boîte et prendre des risques? Et clairement, moi, je pense que si j'ai un bon poste au BCG demain, je ne prendrai pas le risque de lancer ma boîte. Parce que j'aurai un confort tel que je n'accepterai pas de faire ça. Et en fait, ce qui m'a frappé à The Family, c'est ce mindset-là qui est de se dire, quand tu as envie de lancer ta boîte et quand tu as une idée pour lancer ta boîte, lance-la maintenant. Et être étudiant, c'est peut-être le meilleur moment pour la lancer. Tu as des risques financiers qui sont plus faibles, ou tu as moins de contraintes financières du moins que si tu as des emprunts à rembourser, si tu as une famille à nourrir, si tu as beaucoup plus de contraintes financières quand tu as 40 ans, quand tu as 15 ou 20 ans. Et surtout, en fait, qu'est-ce que tu as à perdre? Au pire, ça rate, tu vois. Au pire, tu as perdu un an de ta vie étudiante et tu as énormément appris sur le tas, tu vois. Et ça, je trouve que c'est ce que j'ai vu à The Family pendant mon stage, parce que je voyais autour de moi des gens qui étaient dans ce mindset-là, et je me rendais compte en fait qu'ils arrivaient très bien à gérer leur boîte, qu'ils avaient des super boîtes, alors qu'ils n'avaient pas eu des expériences avant qui étaient énormes, tu vois. Et c'est, je pense, le gros apprentissage que j'ai eu de ce stage-là. Et j'ai fini le stage en me disant, ok, il faut que je lance ma boîte demain, tu vois. Et tu as fait ça? Au final, 4 mois après, je suis allé voir Oussama, je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai envie de lancer ma boîte. Et on s'est vu en fait avec Ben et Joe, donc mes deux associés. Et on s'est dit, bon, bah, concrètement, on a envie de monter un resto, ça nous fait kiffer, faisons-le, tu vois. Et puis, au pire, ça marche, tu vois. Vous avez dit ça? On a envie de monter un resto? Ouais, au départ c'était un resto, c'était pas l'idée de Nestor, après on en parlait, elle était un peu différente. L'idée de base qui nous faisait kiffer, c'était de monter un resto à la fin de nos études. Okay. Après, il se trouve que ça demande de l'investissement, etc. La livraison était un peu en vogue. Donc, nous permettait de limiter les investissements de départ, nous permettait de nous lancer beaucoup plus rapidement. Donc, on a bifurqué vers ce modèle de Nestor. Mais C'était pas un choix, c'était une contrainte, quoi. Ouais, c'était limite une contrainte, ouais. De se dire, en fait, c'est ce qui va nous permettre de nous lancer le plus rapidement possible, avec le moins de coûts possible. C'est ouf. Je savais pas ça, je savais pas. Et donc, du coup, ouais, on s'est lancé comme ça, en disant, au pire, ça marche. Et on s'était fixé une deadline, je me souviens, quand on a commencé à se lancer, en disant, ok, on ouvre le 1er avril. En revanche, si fin novembre, on considère que Nestor stagne, on arrête tout de suite et puis on reprend nos études. Et en fait, j'ai trouvé ça trop bien, toi, de se mettre cette deadline-là, parce que ça te rappelle tous les jours, en fait, ce pourquoi tu te lèves, et ça évite de te rentrer dans la routine de merde, en fait, j'ai du mal, j'arrive pas à avoir la croissance, etc. Et en fait, quand tu n'y arrives pas, tu te dis putain, là, il me reste 3 mois, parce que dans 3 mois, en fait, j'arrête, tu vois. Et cette logique-là, tu vois, par exemple, pour Bruxelles, c'est ce qu'on a. On s'est fixé une deadline, on a dit, ok, on a 5 semaines pour défoncer Bruxelles, et si ça marche pas, on arrête. Et c'est con, mais c'est hyper stimulant pour les gens là-bas. Parce qu'ils l'ont oublié au bout de la première semaine, donc ils s'étaient commencé à rentrer dans une routine, ils ne savaient plus trop comment faire. Je leur ai rappelé que, clairement, là, si dans 3 semaines, ils n'y arrivaient pas, ils revenaient la queue entre les jambes et qu'ils allaient devoir expliquer à toute la team pourquoi ils avaient raté, bah, je peux te dire que là, ils étaient comme des balles. Hein. Ils étaient comme des balles. Et en fait, ça te motive à fond de se mettre cette putain de deadline et de se mettre cette date de mort, tu vois. Donc, d'arriver avec très peu de sous et de se dire, ok, je ne mettrai pas plus de fric que ça, et si à telle date, j'ai pas réussi à faire ça, j'arrête la boîte. Bah, au moins c'est clair. Déjà, c'est clair entre les associés. Et puis, ça te met une patate au jour le jour qui est incroyable.